Les amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va évoquer l'Olympique de Marseille qui traverse une mini crise en ce moment. Ça fait 2 3 semaines que ça va un peu moins bien et je profite de la trêve internationale pour évoquer la méforme olympienne. J'attendais d'avoir une petite coupure pour faire un petit bilan sur ce qu'il s'est passé depuis le début de la saison du côté de la Canebière et comme je l'ai dit, le moins que l'on puisse dire c'est que l'OM traverse quelques tempêtes sur les dernières semaines. Ça va moins bien dans le jeu mais aussi dans les résultats. On va essayer de dresser les dynamiques, qu'elles soient collectives ou individuelles, essayer d'analyser ce que fait Roberto De Zerbi depuis le début de la saison. Alors, ce qu'il faut mettre en exergue, ce qu'il faut évidemment dire avant de commencer l'analyse, c'est que ça fait un match par semaine pour l'Olympique de Marseille cette saison et c'est pour ça que la déception est d'autant plus grande du côté de la Canebière, c'est que l'OM n'a qu'un seul match par semaine à jouer. Il y a une absence de Coupe d'Europe. Pour l'instant, la Coupe de France n'a pas encore été disputée puisqu'elle commence en janvier. Donc pour le moment, l'OM avec cet effectif-là, ce coach-là n'a qu'un match par semaine. Au contraire des concurrents directs de l'OM comme Lille, Monaco ou encore le Paris Saint-Germain qui eux jouent la Ligue des Champions. Et ça forcément c'est une énorme déception puisque quand on met les choses dans le contexte, le fait que l'OM n'ait qu'un seul match par semaine avec le mercato très enthousiasmant qui a été réalisé en commençant par l'arrivée de l'ancien coach de Brighton, Roberto De Zerbi, eh bien, c'est évidemment compliqué pour les supporters de comprendre pourquoi est-ce que l'OM déjoue depuis 2 semaines, et ce, dès le début de la saison. On peut même pas dire que ce soit à cause de la fatigue ou à cause du fait que l'enchaînement des matchs est évidemment arrivé. Pour le moment, il n'y a pas d'enchaînement des matchs, et il n'y en aura sûrement jamais durant la saison, puisque l'Olympique de Marseille n'a qu'un seul match par semaine à jouer. Ça, c'est le contexte dans lequel arrive Roberto De Zerbi. C'est une absence de Coupe d'Europe, un mercato enthousiasmant avec des joueurs qui sont arrivés, qui sont bien au-dessus du lot par rapport à ce que l'on peut avoir en Ligue 1, et la déception, comme je l'ai dit, est d'autant plus grande pour le moment. On va parler de Roberto De Zerbi. Pour le moment, le coach italien n'a pas réussi à mettre en place ses idées de jeu, mais c'est assez normal. Ça fait que 2 mois qu'il est arrivé, forcément, qu'il a disputé ses premiers matchs, et les idées de jeu de Roberto De Zerbi sont assez compliquées à mettre en place. C'est pas quelque chose de facile. On sait que la Ligue 1 n'assimile pas ce genre de style de jeu assez facilement. On a vu que Tudor avait pu se casser les dents, que Sampaoli aussi avait pu se casser les dents, puisque ces styles de jeu-là, qui sont très inhérents à d'autres championnats, sont très compliqués à mettre en place en Ligue 1, où souvent l'Olympique de Marseille va faire face à des blocs bas qu'il va falloir essayer de faire déjouer. Et on l'a vu face à Angers, où on a enchaîné les passes, on a enchaîné évidemment ces circuits de passes assez récurrents, et ça ne s'est pas matérialisé par des buts, tout simplement puisqu'Angers est venu dans une politique de la défense où les Angevins, et c'est tout à leur honneur, ont choisi de défendre. Et ça, c'est compliqué pour un coach comme De Zerbi qui a des idées de jeu aussi affirmées, de faire face à ces blocs bas chaque week-end, là où lui coaché du côté de Sassuolo, coaché du côté de Brighton en première ligue, et ces clubs-là, en leur position de club un peu outsider de leur championnat respectif, pouvaient se permettre de jouer face à des équipes qui étaient beaucoup plus protagonistes. Sassuolo ou Brighton, c'est des équipes qui sont outsiders dans leur championnat, donc c'est des équipes qui jouent assez souvent des équipes meilleures. Or, en Ligue 1, l'OM est quasiment la meilleure équipe du championnat. L'OM est dans le top 3, top 4 des meilleures équipes du championnat, et forcément, toutes les équipes, ou en tout cas quasiment toutes les équipes que tu vas avoir à affronter, elles vont jouer en bloc bas. Là où De Zerbi, lorsqu'il officiait du côté de Brighton ou Sassuolo, pouvait se permettre d'affronter Manchester City, la Juventus Turin, l'Inter Milan, et ça, c'est des clubs qui vont jouer et qui vont forcer De Zerbi à jouer aussi et à offrir un jeu assez plaisant. Là, à la différence de ce qu'il pouvait faire dans le passé, il doit faire face à des blocs bas, et ça, évidemment, c'est compliqué. Et c'est pour ça que les idées de jeu de Roberto De Zerbi sont pour le moment compliquées à mettre en place. Mais il y a aussi quelque chose de très particulier qu'il faut comprendre, c'est que depuis le début de la saison, l'Olympique de Marseille n'a pas fait de match plein. Depuis le début de la saison, j'ai pas eu l'impression d'un Olympique de Marseille qui maîtrise durant 90 minutes. Même lors des matchs face à Brest, face à Toulouse, qui ont été remportés avec brio en tout début de saison, eh bien c'est bien souvent puisque Greenwood marchait sur l'eau, et parce que Harit et Luis Enrique notamment étaient en surperformance. C'est bien souvent grâce à des individualités très fortes devant qu'on a réussi à s'en sortir sur ces cartons offensifs, puisque défensivement, il y avait quand même pas mal de défauts qui n'ont pas été exploités à cause de la faiblesse offensive de nos adversaires, contre Brest, contre Toulouse ou même contre Nice. Contre Nice, c'était le plus démonstratif de cet exemple-là, c'est que face à Nice, on a eu face à une équipe niçoise qui a très bien joué, qui nous a malmenés, mais qui a été assez inefficace dans le dernier geste et qui aurait pu clairement nous condamner si elle était un peu plus à droite devant le but. Donc on voit que cet Olympique de Marseille, même sur les matchs gagnés avec brio, n'a pas pu jouer pendant 90 minutes un vrai football
football de qualité. À chaque fois, on a eu nos points faibles. Si on prend l'exemple du match contre Reims, par exemple, où les 15-20 premières minutes de la deuxième mi-temps nous ont clairement fait défaut puisque ça a permis aux champenois de revenir dans ce match-là. Donc l'OM a énormément de trous d'air. Mais j'ai envie de dire ça, c'est l'un des défauts de De Zerbi. De Zerbi est un grand coach, je pense, un très bon entraîneur qui a su, à mon avis, conquérir son groupe. Et ça s'est vu notamment face à Lyon avec ce match gagné grâce à l'état d'esprit et grâce au mental. Mais bien souvent, Roberto De Zerbi et ses équipes peuvent connaître des trous d'air. À Brighton, je ne compte plus les matchs où les Seagulls avaient pris 3-4-0, des trous d'air où l'équipe explose complètement. Alors oui, De Zerbi a des idées de jeu, c'est un coach qui est très intéressant, mais il a aussi des idées de jeu qui sont assez énergivores et les moments d'absence de ses équipes peuvent se montrer récurrents et ça, évidemment, c'est très problématique. Donc, le premier point que je disais, c'est que l'OM a un seul match par semaine et la déception est d'autant plus grande du côté de la Canebière puisqu'avec un match par semaine et cet effectif de qualité, l'OM devrait surnager, d'autant plus sur le début de saison où les matchs se font rares pour le moment et l'accumulation, en tout cas on peut pas dire que c'est à cause de l'accumulation des matchs que l'Olympique de Marseille sous-performe. L'Olympique de Marseille sous-performe tout simplement puisque les idées de jeu de De Zerbi n'arrivent pas à être mises en pratique face à des blocs bas et même lorsqu'on a joué des équipes qui sont venues avec de l'ambition comme Nice par exemple, Nice n'est pas venu en bloc bas au Vélodrome. Nice est clairement venu pour jouer. Brest a joué aussi sur le premier match de championnat face à eux et bien sûr ces matchs-là, certes on l'a emporté mais à chaque fois avec des trous d'air, des errements défensifs, des fois des idées de jeu qui n'étaient pas vraiment claires puisque Roberto De Zerbi n'a pas clairement pu mettre en place, mettre en exergue évidemment ces idées de jeu. Maintenant, on va essayer de se pencher poste par poste sur ce qui cloche du côté de l'Olympique de Marseille. Et la chose qui cloche le plus depuis le début de la saison du côté de l'OM, je pense, même si beaucoup vont penser que c'est l'attaque, pour moi, c'est clairement la défense qui fait défaut à l'Olympique de Marseille. Depuis le début de la saison, Balerdi a été blessé, suspendu, donc on n'a pas pu compter sur l'un de nos hommes forts de la saison dernière avec Verretou et Aubameyang. Verretou et Aubameyang étant partis, eux qui symbolisaient un peu le leadership la saison dernière dans un OM qui était très malade, eh bien Balerdi n'a pas pu prendre le leadership de cette défense et encore mieux, il n'a pas pu prendre le leadership de l'équipe de l'Olympique de Marseille et ça évidemment c'est problématique. Il a enchaîné les blessures, les suspensions. Selon moi, lorsqu'il se fait exclure face à Lyon, oui, l'arbitrage est peut-être quelque peu sévère, mais un leader, comme il s'est affirmé, tel que Balerdi sur les derniers mois, n'a pas à prendre de carton rouge aussitôt dans un match aussi important face à l'Olympique Lyonnais, même si on peut évidemment parler de l'arbitrage en tant que bon Marseillais, mais Balerdi n'a pas encore assumé ce statut de leader. Donc Balerdi blessé, suspendu, absence de leader en défense, ça évidemment c'est problématique et ça s'est vu sur le match, notamment face à Strasbourg où le but inscrit par Moreira résulte clairement d'un problème d'alignement et d'un manque d'organisation défensive. On a un Brassier qui a fait une saison très prometteuse du côté de Brest l'an dernier, mais Brest n'est pas l'Olympique de Marseille, il y a une pression qui est très différente et c'est ça le défaut de recruter des fois des joueurs de Ligue 1, même si moi je prône un mercato 100% Ligue 1, je pense qu'il y a de bonnes pioches à faire dans notre bon vieux championnat, mais par moment il y a des joueurs qui viennent de Nantes, de Brest, de Rennes, qui n'arrivent pas à s'intégrer à l'Olympique de Marseille puisque la pression y est totalement différente et on a clairement cet exemple avec Brassier. Alors Brassier, c'est vrai que le pauvre garçon, il a été baladé défenseur central, défenseur gauche qui n'est pas vraiment son poste, donc pour le moment, dans ce chantier qui est la défense marseillaise, il a un peu du mal à s'en sortir, lui qui jouait dans un système assez défini sous Éric Roy du côté de Brest, où il était le leader de la défense. Là, il arrive dans une défense qui va un peu moins bien, on le trimballe à droite à gauche, avec un coach qui n'arrive pas encore à mettre en place ses idées de jeu, donc on va pas être très dur avec lui, mais pour le moment, l'intégration de Brassier, même s'il y a eu du bon, elle n'est pas faite à 100%. Il y a aussi pour moi le poste de latéral, qui est le poste le plus problématique, derrière le poste de numéro 9, on y reviendra juste après, mais le poste de latéral est problématique. Certes, on n'appréciait pas énormément Jonathan Klaus pour son manque de rigueur, pour ses errements défensifs, mais il faut constater que l'international français n'a pas été remplacé. Quand on voit ce qu'il fait du côté de Nice, il fait quand même des choses très positives, on peut quand même le regretter sportivement, puisqu'on n'a pas aujourd'hui de latéral de la qualité Ligue 1 de Jonathan Klaus. On a Amir Murillo, déjà Amir Murillo à la base, c'est un défenseur central, et j'ai l'impression qu'au poste de latéral droit, même s'il a pu montrer de belles choses, il n'est pas encore totalement fait pour ce poste-là. Il a quand même quelques failles et je n'ai pas envie de faire la saison où l'on peut prétendre au titre ou au moins au top 3 avec Amir Murillo en défenseur droit. On voit que nos concurrents ont des latéraux de très bonne qualité. Je trouve qu'Amir Murillo n'a pas cette qualité de latéral tout simplement parce qu'il n'en est pas un à la base et même au poste de latéral, c'est un peu compliqué. Au poste de latéral gauche, c'est pareil. On a sorti
Ulysse Garcia du Loft, puisque Quentin Merlin est blessé depuis le début de la saison. Et là aussi, à l'image de Balerdi, Merlin devait s'affirmer comme l'un des leaders de l'Olympique de Marseille cette saison. Il a fait 6 bons mois l'an dernier dans le marasme olympien. Il a une expérience en Ligue 1. Il est international espoir. Il est français, donc il connaît bien le vestiaire et ses mécanismes. Et on s'attendait quand même à ce qu'à ce poste de latéral gauche, Quentin Merlin explose totalement. Malheureusement, il est blessé et ça, c'est évidemment un autre problème. Balerdi, Merlin blessé, ça t'oblige à improviser. Oui, Ulysse Garcia a marqué ce but contre Lyon et il nous a tous fait rêver, mais au poste de latéral gauche pur, eh bien, ça me paraît quelque peu limité. Et quand on regarde la défense de l'OM pour le moment, on a Ulysse Garcia qui était dans le loft et qui a des limites, on a Amir Murillo qui n'est pas Jonathan Klaus parce que c'est un défenseur central à la base qui a du mal au poste de latéral droit, et on a Brassier qui vient d'arriver, Balerdi qui est blessé et Cornelius qui n'a vraisemblablement pas le niveau pour être défenseur central titulaire à l'Olympique de Marseille. Donc on voit que cette défense elle est en chantier. On a voulu mettre Kondogbia, on a voulu mettre Højbjerg. Kondogbia, ça a quand même un peu plus marché que Pierre-Emile Højbjerg qui a totalement pris l'eau face à Strasbourg. Donc voilà, on se rend compte que cette défense elle est en chantier. Pour moi, c'est le problème. Les blessures de Merlin et de Balerdi, le mauvais niveau de Cornelius qui pour moi est venu pour être remplaçant, Murillo qui n'est pas à son poste de prédilection. Donc on voit qu'il y a quand même des problèmes au sein de cette défense de l'Olympique de Marseille. Ça nous coûte cher depuis le début de la saison, même si tout de même on ne prend qu'un but face à Auxerre, un seul but face à Angers. Je veux dire, c'est pas non plus la débandade complète en défense, mais tu affrontes quand même des adversaires modestes. Le jour où tu vas prendre Paris, Monaco, c'est fort possible que tu prennes l'eau si les défenseurs forts ne reviennent pas. Et je pense que le problème de l'Olympique de Marseille se situe clairement en défense. Au milieu de terrain, je pense que c'est là où on a le moins de problèmes. Højbjerg, lorsqu'il ne subit pas l'effet domino qui le fait reculer, je pense que Højbjerg, Kondogbia, c'est très solide. J'espère juste, comme je l'ai dit, qu'on n'aura pas cet effet domino qui fait que avec beaucoup de blessés en défense centrale, l'un des deux va être obligé de redescendre. J'espère qu'on va pouvoir les conserver tous les deux dans le milieu de terrain. Et puis on a Adrien Rabiot qui n'est pas encore totalement arrivé, mais qui va rapidement se remettre dans le rythme. Et là, tu peux avoir une rotation à 3, à 4 avec le jeune Ismaël Koné qui a montré de belles choses depuis le début de la saison. Donc je pense que le poste de milieu de terrain est quand même très prometteur à deux conditions: que Rabiot s'intègre parfaitement dans ce milieu de terrain et que Højbjerg et Kondogbia n'aient pas à redescendre en défense centrale pour dépanner, puisque ça n'est pas leur poste de prédilection, même si Kondogbia a quand même montré de très belles choses et il faudra peut-être y repenser. On passe maintenant à l'attaque. Et à l'attaque, que c'est dur de succéder à Alexis Sanchez, à Pierre-Emerick Aubameyang, et le jeune Eli Wahi subit toute cette pression. On se rappelle quand même qu'Eli Wahi avait fait de très belles choses du côté de Montpellier. Il avait mis plus de 20 buts à Montpellier. C'est quand même un exploit qu'il faut souligner. Je rappelle que Olivier Giroud, dans les meilleurs jours de Montpellier, où Montpellier jouait le titre, il n'a jamais dépassé les 20 buts en Ligue 1, avec tout le respect évidemment qu'on a pour Olivier Giroud. Alors qu'Eli Wahi, dans une équipe de Montpellier qui est vraiment malade depuis des années, il a réussi à son très jeune âge à l'époque à marquer plus de 20 buts en Ligue 1. Donc Eli Wahi n'est pas une pipe. Eli Wahi est un joueur de qualité, mais pour le moment, comme chaque attaquant de l'Olympique de Marseille assez jeune, il subit évidemment la pression inhérente à l'Olympique de Marseille. Pourquoi est-ce que Sanchez et Aubameyang ont réussi? Oui, ils ont évidemment beaucoup de talent et ce sont des joueurs de classe mondiale, mais d'un autre côté, ce sont des joueurs expérimentés, âgés, qui arrivent à prendre la pression sur leurs épaules. Or, Eli Wahi est un jeune joueur qui, pour le moment, est encore un diamant à polir et qui a du mal pour l'instant à s'intégrer à l'OM parce qu'il a beaucoup trop de pression. Ce numéro 9, le fait d'être très jeune, le fait d'avoir beaucoup de pression sur les épaules, lui qui était à Montpellier, oui, il était à Lens, il y a beaucoup de pression à Lens, mais avec tout le respect que j'ai pour les Lensois, la pression lensoise n'est pas la même que la pression marseillaise. La pression lensoise est beaucoup plus familiale que la pression marseillaise. La pression marseillaise, elle n'a rien de familial. Alors, elle est familiale quand tu marques des buts et qu'on t'aime bien, mais quand tu ne marques pas, elle est beaucoup moins familiale. Alors qu'à Lens, elle l'est quand même beaucoup plus souvent, même quand tu es moins bon. Donc, les pressions lensoises et marseillaises ne sont pas du tout les mêmes, et même si Eli Wahi a de la qualité, c'est un peu un cercle vicieux. Il va continuer à ne pas marquer, continuer à se faire siffler, continuer à s'enfoncer. Et ça, évidemment, c'est problématique. Il y a Neil Maupay en backup qui, lui, a l'air tout à fait capable d'absorber cette pression, mais je trouve qu'Eli Wahi a quand même plus de qualité intrinsèque que Maupay, et ce serait dommage de mettre Wahi, qui a coûté aussi cher sur le banc, pour faire jouer Maupay. Mais bon, évidemment, ça reste à voir. On a Greenwood, qui est évidemment un talent générationnel, qui à la base n'a rien à faire à l'OM sans ses problèmes extra-sportifs, mais qui patauge un peu depuis 2-3 matchs, même s'il a été l'individualité très forte du côté de l'OM au début de la saison. Et on a Harit et Luis Enrique, où on est clairement
sur des joueurs qui ont surperformé. Luis Enrique, c'est un joueur qui est adepte de la surperformance. Il est des fois très bon et puis des fois il revient à son niveau normal. Amin Harit, c'est encore plus grave puisque l'international marocain peut faire des matchs à 10 sur 10 et redescendre à des matchs à 0. Et ça, évidemment, c'est problématique, mais on a l'habitude avec Amin Harit, qui est désormais un ancien du côté de l'Olympique de Marseille. Ça fait quand même 4 saisons qu'il joue du côté de la Canebière. On sait que Harit, ça peut être un 10 sur 10 comme ça peut être un 0 sur 10. Et ça, évidemment, c'est problématique, mais on a l'habitude avec lui. Mais c'est un joueur sur lequel, malheureusement, on ne peut pas compter, même si des fois il peut évidemment monter très haut en termes de performance. Et Luis Enrique, il peut parfois surperformer, comme face à Nice par exemple, mais il peut rapidement redescendre à son niveau de base et évidemment c'est problématique. On a Jonathan Rao, héros face à Lyon, buteur, libérateur face à Angers avant l'égalisation des Angevins. Jonathan Rao, je milite pour qu'il soit titulaire, peut-être à la place de Luis Enrique, peut-être même à la place d'Eli Wahi en numéro 9 avec la suspension prochaine de Neil Maupay. Donc on voit quand même que même si l'OM patauge depuis 2-3 semaines, qu'on a du mal à trouver un équilibre avec une défense défaillante compte tenu du nombre de blessés, avec une attaque avec beaucoup de joueurs qui ont surperformé et qui ont du mal pour le moment, j'ai l'impression, à se trouver tout de même si les automatismes ont été positifs sur les premiers matchs, on a l'impression que ça redescend et il faut peut-être les retravailler, mais on voit qu'on a des remplaçants qui sont prêts à prendre le lead de cette attaque avec Jonathan Rao, avec Neil Maupay, avec évidemment des joueurs qui sont capables, à mon avis, d'essayer d'installer une notion de concurrence. Il y a aussi le jeune Carboni, même s'il s'est blessé avec l'Argentine, même si évidemment il a fait un match compliqué face à Angers, je pense qu'il peut tout à fait exploser sur les prochaines semaines, essayer vraiment de grappiller du temps de jeu et de montrer quelles sont ses qualités puisque c'est un joueur assez intéressant. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.